Réussir le CRFPA quand on s'y prend 2 mois à l'avance. 2 mois, hein, en vrai, j'ai envie de dire, c'est large. Mais en même temps, c'est très très court. Le temps, il passe vite. On rentre dans des conditions de travail qui sont compliquées. Pour certains, c'est la dernière ligne droite parce qu'ils ont commencé il y a beaucoup trop longtemps. Donc, à qui est destiné ce live? On va dire principalement à ceux qui commencent à s'y mettre ou qui vont s'y mettre ou qui projettent potentiellement de s'y mettre dans les prochaines semaines. En tout cas, principalement ceux qui sont un peu désespérés, qui n'ont pas forcément eu de prépa ou alors qui n'ont pas suivi le programme qu'ils voulaient suivre. Je dis pas que c'est la méthode qui fonctionne à tous les coups, bien au contraire, parce qu'en réalité, si vous commencez maintenant, partez du principe que ça va être très compliqué, qu'il y a plus de chances que vous l'ayez pas plutôt que vous l'ayez. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible. J'ai pas envie de rentrer dans un biais du survivant en disant si moi je l'ai fait, tout est possible, je l'ai préparé en 3 semaines. Je vous le dis direct, 3 semaines, je bossais 4 jours par semaine, un peu au ralenti, et je l'ai eu. Je suis un crack, j'ai eu énormément de chance. Je suis un crack quand même. Preuve que c'est toujours possible. Moi, j'ai pas fait de prépa. J'ai commencé à bosser la semaine du 8 août, un truc comme ça, dans ces eaux-là, mais en tout cas, pas la première semaine d'août, la deuxième. Et justement, l'objectif là de ce live, c'est de vous exposer comment moi j'ai fait. Donc, ok, let's go, c'est parti. Donc, là, on va se dire qu'il reste 2 mois, c'est, ouais, grosso modo, 2 mois, 1 semaine. Là, la première chose qu'il faut faire, ça va être de faire le point. En fait, il faut faire le tri entre ce que vous connaissez déjà, ce qui est en cours d'acquisition, ce qui doit être connu. Théoriquement, là, vous passez le CRFPA, soit vous êtes en fin de M1, soit en fin d'M2, soit même encore plus loin, mais en tout cas, vous avez minimum 4 ans de droit, donc droit des obliges, on a tous fait minimum en L2, voire en L3, certains ils l'ont fait encore en master avec les contrats spéciaux. Quand je dis connaître, c'est il faut avoir déjà au moins avoir évoqué toutes ces notions. En principe, tout a déjà été vu dans les années précédentes. Je dis pas que vous vous souvenez de tout, mais vous êtes censé avoir déjà vu la grande majorité des notions. Derrière, ça va être de l'approfondissement. C'est pour ça qu'on fait ce tri entre, vous regardez un petit peu tout le programme qui doit être étudié, vous faites une sorte de tableau, ça je connais, ça, soit je dois approfondir, soit, et ça il faut encore que j'apprenne à le maîtriser, mais normalement sur la colonne, je connais déjà, ça doit être la majorité. Spécialité, si vous choisissez une matière en spécialité, c'est que techniquement c'était le thème de votre master, ça c'est la grande majorité des cas, mais il y a certaines personnes, souvent j'entends j'ai pris procédure pénale parce que c'est plus simple, donc je passe l'épreuve de spécialité en pénal et procédure pénale. Je suis pas vraiment de cet avis parce que ça signifie qu'il faut réapprendre toute une matière, toute une logique. Franchement, entre procédure civile et procédure pénale, la logique n'est pas du tout la même. Donc, c'est pas une strate que je conseille. Après, maintenant, on va arriver au mois de juillet, c'est trop tard pour changer. Donc, si c'est ça, là, dans ce cas, ça va être short. Si vous avez pas pris dans votre spécialité et que vous commencez à réviser, ça va être très très tendu. Et la note de synthèse qu'on peut évacuer tout de suite en premier. On commence par la note de synthèse. Pour vous réexpliquer le contexte. Moi, j'ai eu des gros soucis de santé en début de licence, ce qui fait que j'ai passé toutes mes années au rattrapage, j'ai été en rééducation pendant 3 ans et demi, etc. Donc, j'ai pas fait un gros master, j'ai fait un master 2, je suis parti en Bretagne. Contentieux des affaires, pratique contractuelle. L'année était pas ouf. Je me suis réveillé, on va dire, à l'été, et je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même le préparer. Parce qu'en gros, vu que j'étais boursier, j'ai pas payé les frais d'inscription. Si je me présentais pas, fallait rembourser les frais d'inscription. C'était genre 650 €. Le calcul, il est vite fait. J'avais pas d'oseille. Donc, je l'ai passé. Et ouais, voilà, mois d'août, début août, je commence à m'y mettre. Je vois la taille du prof, je sais, c'est bon, je l'aurai jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis même pas rentré j'ai même pas approfondi le fond du programme, j'ai fait que ficher des corrections. J'ai pris tous les sujets blancs que j'ai pu trouver, j'ai cherché à droite à gauche, on m'a envoyé des sujets de prépa, etc. et j'ai tout fiché. En fait, c'était découpé en 3 semaines. Première semaine, ça a été de faire les cas pratiques avec tous les supports à ma disposition, sans aucun souci. J'avais internet, j'avais les codes et tout, et du coup je résolvais les cas pratiques sous forme de fiches. Je sais même pas combien j'ai fait de cas pratiques, sûrement je vais peut-être pas aller dire jusqu'à des centaines, mais on doit pas être loin. Mais vraiment énormément de cas pratiques, et sans temps limité. Deuxième semaine, c'était quoi? Je refaisais d'autres sujets. En vrai, j'ai fait tellement de sujets. En fait, je pense qu'à un moment, j'ai fait le tour, du coup, je refaisais des sujets, mais j'en voyais tellement, les questions, elles sont redondantes, etc., qu'au final, on finit par tout voir. Mais du coup, deuxième semaine, c'était toujours pas de temps limité, mais cette fois, je refaisais les fiches, mais sans le support. Donc, j'avais plus rien à disposition, et je refaisais toutes les fiches. Troisième semaine, c'était plus ou moins en condition d'examen, donc c'est là où vraiment c'était
c'était de l'automatisme. C'était vraiment, il fallait que mon cerveau il puisse traduire quasiment de manière automatique. Je lis un énoncé, ça se traduit directement en langage juridique. Et du coup, en fait, cette méthode, ça m'a permis justement de me passer de brouillon. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Sur les cas pratiques, ne faites pas de brouillon. Sur la note de synthèse, c'est encore différent, mais sur les cas pratiques, faites pas de brouillon, ça va trop vite. Le temps, vous n'allez pas le voir passer. Ça va filer à une vitesse, et les sujets sont faits pour ne pas pouvoir être terminés, ou alors quasiment pas en 3 heures. Donc si en plus vous prenez une demi-heure ou 1 heure pour faire un brouillon, sur des choses que vous êtes censé avoir en tête, ça va aller trop vite, vous n'allez pas finir l'épreuve. Et je le dis en connaissance de cause, parce que même moi, sans faire de brouillon, j'ai fini aucun cas pratique. Oublié que je l'ai pas fini. Spécialité, j'avais pris à faire, je l'ai pas fini. Procédure civile, je l'ai pas fini, mais parce que j'avais pas les réponses, j'étais tellement sûr de pas l'avoir que j'ai même pas fini, j'ai fait la moitié des questions. J'étais noté sur 13. Prenez pas exemple sur moi, allez jusqu'au bout de tous vos cas pratiques. Sur la note de synthèse, pourquoi j'étais revenu dessus, c'est parce que dans mon cursus, j'ai jamais fait de note de synthèse. Ma première note de synthèse, c'était le jour de l'examen. Première note de synthèse, c'était le 3 septembre 2019. C'était il y a 6 ans, bientôt 6 ans. Je n'ai jamais fait de note de synthèse, je n'en ai fait qu'une seule, c'était le jour du CRFPA. L'épreuve est à 13h, c'est tous les ans la même chose, je suis arrivé à 9h à la fac, j'ai posé le téléphone, je prenais mon goûter, et j'ai enchaîné les vidéos de méthodologie. À chaque fois, c'est tout le temps les mêmes conseils qui reviennent. De toute façon, vous en avez très bien des vidéos sur la méthodologie de note de synthèse. Je ne vais pas réinventer la roue. Où vous avez tous les prérequis qui sont indispensables. Ne pas dépasser 4 pages. Sur ce point-là, ce qui est extrêmement important, prenez contact avec votre IEJ pour savoir si les 4 pages, c'est 4 pages strictes, ça veut dire que vous avez une double page, point, ou alors c'est 4 pages en quantité, ça veut dire que l'entête, l'encart qu'il y a sur la première page, parce qu'il y a, c'est un tiers de la page qui saute sur les mentions de l'étudiant, est-ce que ça, vous pouvez le reporter sur une 5e page? Et ça fait toute la différence, parce que si vous ne respectez pas tous les préalables indispensables, vous n'avez pas la moyenne. Donc c'est important de le savoir. Regardez si vous avez des prépas, si vous avez des chargés de TD avec qui vous êtes en contact. Et ça, c'est propre à chaque centre. Vraiment, il n'y a pas une réponse universelle. D'ailleurs, je sais pas, c'est ce qui est complètement bête. Donc les 4 pages, on ne les dépasse pas. La note de synthèse, on n'ajoute rien. On ne prend que ce qu'il y a dans les documents. On ne veut pas votre avis. C'est pas un exercice de littérature. C'est pas un exercice de poésie. On n'est pas là pour juger votre style d'écriture. On est là pour juger votre capacité à synthétiser. Donc, à la rigueur, vous pouvez mettre une conjonction de coordination sujet-verbe complément. Point, des phrases simples qui vont à l'essentiel et qui résument bien l'idée des documents. On cite tous les documents, on ne loupe rien. Et un conseil pour ça, je crois que même c'est obligatoire, c'est de citer les documents qui sont évoqués. Et comme ça, quand vous relisez votre copie, vous prenez une feuille, vous mettez les chiffres, je sais pas s'il y a 20 documents, vous notez de 1 à 20, et quand vous relisez vos documents, vous mettez une petite croix à chaque fois que vous avez mentionné un document. Et comme ça, vous voyez comment faire pour ne pas oublier un document. Parce que si vous relisez votre copie, il reste 10 minutes, vous voyez qu'il manque un document, c'est mort, c'est foutu, c'est fini. Aucun apport personnel, on ne veut pas votre avis. Rien du tout. On ne déforme pas, on ne fait pas d'ouverture personnelle, on ne fait pas de digression, on reste sur son sujet. Si vraiment vous respectez tous ces critères, vous avez entre 6 et 8 points qui sont déjà garantis. Derrière, les points restants, ça va être sur le plan 2 parties, 2 sous-parties. Là encore une fois, vous vérifiez bien auprès de votre centre, est-ce qu'ils veulent des chapeaux, est-ce qu'ils veulent des transitions entre les sous-parties? Ça c'est extrêmement important, parce qu'encore une fois, d'un centre à l'autre, il ne va pas y avoir les mêmes méthodes de correction, donc essayez de récupérer les corrections des années précédentes. Ce que je disais tout à l'heure, la note de synthèse, pour moi, encore une fois, ce sont mes conseils, je dis pas que c'est une méthode universelle, etc. Pour moi, la note de synthèse, c'est le seul exercice où il faut faire un brouillon. Enfin, déjà, comment on prépare sa note de synthèse? Vous avez votre ensemble, vous avez votre corpus de documents. Une première fois, vous les lisez sur une première lecture, et sur la première lecture, vous résumez en quelques mots, 3-4 mots, pas plus, pas besoin de faire des phrases ou quoi. Sur 3-4 mots, vous résumez l'idée du document. Juste ça. Donc ça, vous le faites sur tous les documents, et ensuite, ça va vous permettre de dégager des idées générales. L'idéal, c'est d'avoir 4 idées, pour 4 sous-parties. Et normalement, il y a des connecteurs logiques qui vont se faire un peu instinctivement. Normalement, vous avez parcouru tous les documents, franchement, en lisant en diagonale, c'est de la note de synthèse, faut être synthétique. Pas si vous prenez le temps de lire chaque mot, etc. Quand je vous dis les en diagonale, c'est pas vous passez 30 secondes, 5 secondes sur une feuille, vous lisez quand même. Mais normalement, à votre niveau, vous êtes capable de lire assez rapidement, sauter un mot sur 5, ça va aller. C'est pas la fin du monde. Mais là, ce que vous faites, c'est d'abord une première idée générale sur les documents, ensuite vous repassez, normalement vous avez à nouveau vous avez encore, c'est frais, vous avez encore tous les documents en tête, vous repassez dans chaque document, mais uniquement les documents sur lesquels vous estimez
qui a plus de substance à extraire que simplement une idée générale. Ça peut être un très long document, mais en même temps, il peut y avoir des documents de 3-4 pages, des textes de 3-4 pages sur lesquels il y a juste une idée générale à retirer, ou alors si c'est très mesquin, il peut y avoir juste un paragraphe en rapport avec le sujet, et que le reste, bah, c'est pas forcément utile, mais ça le mentionne. Pourquoi est-ce que je dis de le faire de cette manière? Parce que d'abord, vous allez tirer une idée générale d'un texte, et c'est ensuite sur cette seconde lecture que vous allez faire le lien entre l'idée générale du texte et le sujet. Parfois, il peut y avoir quand on prend un texte seul avec le sujet, on peut se dire ça n'a rien à voir, mais en fait, quand on va le mettre en lien avec d'autres documents, là, on va se dire il y a les connecteurs qui vont se créer, et là, j'arrive le relier au sujet. C'est pour ça qu'il faut d'abord une première lecture globale, et ensuite une deuxième lecture un peu plus approfondie. Une fois qu'on a fait ça, techniquement, on est censé dégager au moins 2 idées pour 2 grandes parties, mais idéalement 4 idées pour 4 sous-parties. Donc, vous allez constituer 2 ensembles comportant 2 idées. Et ça, c'est censé être vos sous-parties. Vous faites des titres pour chacune de vos sous-parties, et vous êtes censé, grosso modo, avoir plus ou moins le même nombre de documents qui sont cités pour chaque sous-partie. Si vous avez 20 documents, on doit être entre 4 et 6 documents qui sont cités pour chaque sous-partie. Donc il y a quand même un certain équilibre à respecter, et ça, vous avez ça en brouillon. Le plan, c'est la première chose à faire. Ceux qui commencent par l'introduction, pas bon. Le risque, en fait, de faire une introduction avant de faire le plan, c'est que l'introduction, elle se dévie complètement du plan et qu'il n'y ait plus de rapport entre les deux. Ou alors qu'il va falloir faire une pirouette pour retourner au plan. Vous avez pris une bifurcation, vous êtes en train de prendre la A87 alors qu'il fallait rejoindre la A4. Il faut reprendre le rond-point, revenir et tout. Ça va pas le faire. Donc vraiment, vous faites le plan en premier. Comme ça, vous avez une introduction qui va aller en entonnoir et qui va se diriger vers votre plan, l'annonce de plan, les sous-parties. Et là, sur les sous-parties, vous les rédigez pas au brouillon. Vous avez chaque sous-partie avec les documents. Et là, faut pas oublier qu'on a une formation qui est juridique et qui est intimement liée avec l'écriture, avec le littéraire. Donc ça, en principe, vous êtes censé rédiger de manière assez fluide, juste sur la base d'idées sous forme de bullet point. La conclusion, c'est pareil. À Nantes, on m'a dit il n'y a pas de conclusion. J'ai pas fait de conclusion. Mais on m'a dit que dans d'autres centres, ils disaient qu'il fallait une conclusion. Donc ça aussi, faites hyper attention à ça. C'est pour ça, prenez contact avec ceux qui l'ont déjà passé dans votre IEJ. Honnêtement, vous voyez des élèves avocats, vous allez sur LinkedIn, vous regardez élèves avocats qui l'ont passé dans le même IEJ que vous leur envoyez un message sur LinkedIn, vous jure, 99% du temps, les gens vont vous répondre. M'envoyez pas, moi j'ai pas le temps, je regarde pas LinkedIn. Mais envoyez un message à ceux qui l'ont passé il y a pas si longtemps. Mais voilà, c'est tous ces petits critères qui peuvent vous faire perdre ce 0,5 points qui vous fait passer de 10 à 9,5. Quand je l'ai passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc moi j'arrive, je me note pendant que je regarde mes vidéos tous les critères qui sont indispensables et je le note 7 fois. Et en fait, je le répétais dans ma tête, je le répétais. Je suis rentré dans la salle d'examen. Premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit tout ce que je viens de vous dire là, tous les critères indispensables, je les ai écrits sur une feuille. Et je me suis dit, ça, c'est ta feuille de route. Écrire, tu sais faire. Synthétiser, tu sais faire. Ne rien ajouter de perso, de toute façon, moi j'ai rien à dire, j'ai pas de connaissances dessus. Je crois que c'était sur l'imprescriptibilité des crimes. On a vu le sujet, on a rigolé. Il y avait rire dans la salle. Et ensuite, moi, c'était ma feuille de route, c'est juste ça. Et je mettais des petites cases, ok, là j'ai tout, et comme ça, je me suis retrouvé avec un 11. Et c'était ma meilleure note du CRFPA pour la seule note de synthèse que j'ai fait. Alors c'est très subjectif la note de synthèse, peut-être qu'avec un autre correcteur, ça aurait été complètement différent, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis que j'ai eu énormément de chance dans mon cursus, parce que la manière dont je l'ai préparé, franchement, ça a ni queue ni tête. Je ne m'aurais jamais dû l'avoir, et d'ailleurs, j'ai pas eu la moyenne. Au CRFPA, on m'a donné les points de jury. J'ai eu 9,67. J'ai eu 9,67 au total, 0,33 de points de jury. Il y a des gens dans mon IEJ qui ont des meilleures notes qui l'ont pas eu. Là-dessus, je n'ai aucune explication à vous donner, ne me posez pas de questions, je n'ai pas la réponse. Maintenant, sur les cas pratiques, pour la personne qui posait les questions, où est-ce qu'on trouve les cas pratiques, des sujets de cas pratiques, vous en avez plein sur Internet. Vous allez sur le site, déjà sur le compte Twitter, mais également sur son site Internet, 1 an pour le CRFPA, ce mec est génial. Le travail qu'il a fait, il est absolument incroyable. Cas pratique, vous en faites normalement depuis la première année, voire à la rigueur peut-être deuxième année, mais normalement, cas pratique, vous savez faire. En revanche, le CRFPA, c'est une épreuve de vitesse. Dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de piège. Mais notre esprit, il a été formaté pour qu'à chaque fois, on se pose des questions. Non, ça paraît chelou. Ou alors, ça paraît trop simple. Je suis sûr que vous avez tous eu cette réflexion de vous dire, vous lisez le sujet, vous avez la réponse instinctivement. Parce que vous connaissez votre cours, vous avez bien bossé, peut-être que vous-même, vous avez préparé le sujet avant, et vous êtes tombé pile sur le sujet que vous vouliez. Vous lisez, vous dites, non, c'est trop simple, ça peut pas être ça. Et ça... c'est d'une part le fait de ce qu'on nous a appris de tout le temps nous remettre en question, mais il y a aussi une part de syndrome de l'imposteur. Vous êtes
Pas des imposteurs, ça va. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes arrivé jusqu'en M1, voire M2. Vous avez mérité votre place, pas de souci. Si vous avez une réponse de manière instinctive, dans la plupart des cas, ça va être la bonne réponse. Effectivement, il peut y avoir un ou deux pièges, mais partez du principe que vous êtes censé avoir les réponses, et si la réponse vous vient de manière aussi naturelle, à quelque part, c'est peut-être que c'est la bonne réponse. Faites-vous confiance. Mais de toute façon, quand vous prenez une décision, sauf à ce que vraiment vous ayez un éclair de génie, vous prenez une décision, ne revenez pas dessus. Ça vaut dans le droit, ça vaut de manière générale. Mais quand vous, dans votre cas pratique, vous prenez une décision, vous dites, ok, c'est la première idée qui me vient, faut quand même challenger son idée, être sûr, et de toute façon, vous avez tous les fondements juridiques. Si vous estimez avoir trouvé la réponse, vous avez tous les fondements juridiques qui vont dans le bon sens, soit vous avez visé complètement à côté de la plaque, et là, il faut peut-être se poser la question, soit ça va être bon. Si vous sentez des incohérences dans vos fondements juridiques, effectivement, là peut-être il y a matière à se remettre en question. Mais de toute façon, vous allez arriver dans un état de stress qui va être peut-être le stress le plus important de votre vie à ce niveau-là de votre cursus. Donc vous allez faire des choses incohérentes, vous allez avoir des réflexions incohérentes, vous allez prendre des décisions. Je vous le dis, hein, ça arrive, on va dire 90% des étudiants, ça m'est arrivé aussi. Vous faites un choix, vous allez vous réveiller au milieu de la nuit 3 jours après, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça n'avait pas de sens. Enfin bref, ça arrive à tout le monde, vous inquiétez pas. 3 étapes. Étape 1 du cas pratique. Pas de stylo, on pose le stylo sur la table, je ne veux voir personne avec un stylo. On lit une première fois tout le sujet du cas pratique. Pourquoi? Ils sont assez mesquins pour vous faire 3/4 du sujet qui ne servent à rien avant de vous dire « Mais finalement, ce sujet a été réglé. Le vrai problème, c'est celui-là. » Donc rien ne sert de perdre du temps sur des éléments qui potentiellement ne servent à rien. Et potentiellement, il y a des éléments en début de sujet qui ne pourront être étudiés qu'à l'aune de ce qui va arriver en fin du sujet. Première étape, vous lisez tout, de manière globale. Deuxième étape, là, vous êtes autorisé à prendre votre stylo, et c'est là que vous allez prendre des notes. Vous allez retirer les éléments qui ne servent à rien dans le sujet, et vous allez garder à ce qui sert. Et c'est au moment de cette deuxième lecture que vous faites ce travail de traduction d'un langage courant à un langage juridique. Marc a donné son stylo à Antoine, et Antoine lui a donné une somme d'argent. Ceci est un contrat de vente. Sauf s'il lui donne une somme d'argent tous les mois, et qu'au moment où il ne lui donne plus de somme d'argent, Antoine doit lui rendre le stylo. C'est un contrat de location. C'est vulgarisé, mais grosso modo, c'est ça l'objectif. Troisième étape, vous rédigez. Je veux pas de brouillon. Là, vous avez relu, vous avez identifié tous les éléments. Là, normalement, vous savez tout. Vous avez, votre copie. Sur le côté, vous avez des encarts comme ça. Ok, ça va être dol, ça va être tac, tac, tac. On prend le code, on cherche les sources. Et c'est là où il y a pas consensus, c'est les post-it. Ma position, c'est que les post-it se mettent en cours d'examen et pas avant. J'ai vu des codes où il y avait quasiment autant de post-it que de pages. Alors oui, on va me dire, oui, mais ça sert à se rassurer, c'est des codes couleurs. Il n'y a personne qui va me faire croire qu'on sait exactement à quoi servent les 238 post-it qu'il y a dans le code civil. Ça n'existe pas. Peut-être que ça sert à se rassurer, je pense que ça sert surtout à se perdre. Alors que vous prenez votre code, surtout en plus des post-it de la même couleur, il n'y a pas 238 couleurs différentes, vous prenez votre code, vous savez à peu près... En fait, si vous voulez mettre des post-it dans le code, vous les mettez entre chaque livre. Ok, ça c'est régime matrimonial, ça va être droit des obligations, ça va être les successions, etc. Et franchement, t'arrives en 4e ou 5e année de droit, si tu vois un code civil, tu dis je sais pas où, c'est à peu près quel article pour le dol, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Mais voilà, après, encore une fois, si vous êtes à l'aise comme ça, faites-le. C'est pas mon avis, je le conseille pas aux étudiants que j'ai coachés, mais certains, ils m'ont pas écouté, ils l'ont quand même fait. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi. Moi, ça a tendance à plus me stresser qu'autre chose. Donc en fait, moi, je mettais les post-it au début du livre. Donc je sais que droit des obligations, c'est entre les deux post-it là. Je passe pas 10 heures à chercher. Et derrière, t'as ton lexique. Devant, t'as ta table des matières. Donc post-it en haut pour début et fin du chapitre, post-it sur le côté pour l'article dont j'ai besoin. Comme ça, tac, j'ai juste à tourner, je sais exactement. Ça, c'était ma méthode, et je trouve que ça va beaucoup plus vite, parce que, encore une fois, vous avez bossé au moins 2 mois, allez, au moins 1 mois avec votre code à faire les exercices, vous êtes censé savoir à peu près où sont les articles. Normalement, vous avez utilisé tous les articles qui vont être demandés pendant le cas pratique. Donc, il n'y aura pas de surprise, vous les connaissez à peu près tous, vous savez à peu près où ça se situe. Pour le plan, il peut y avoir des moments, pas d'inspiration. Un sujet qu'on maîtrise moins bien... C'est galère, c'est pas le sujet qu'on a bossé, et on se dit, je vais jamais trouver de plan.
Comment on sauve les meubles? Ici, c'est brico-dépôt. On apprend à bricoler avec sondage. Je suis pas la prépa qui va vous faire viser le 19. Si vous êtes 19, très bien, mais ce sera grâce à vous. Je pense pas que ce soit grâce à moi. Là, on apprend à sauver les meubles. Vous prenez votre code, en particulier procédure civile, droit des obligations. Vous avez des plans qui sont faits. Pour la procédure civile, vous regardez la table des matières. Procédure civile, vous voyez la table des matières. C'est littéralement le plan. Apprenez, utilisez la table des matières. Apprenez à utiliser la table des matières. Déjà du code civil, mais surtout du code de procédure civile, c'est la suite logique. En fait, le truc, il a été fait, il a été rédigé de manière logique pour que la compréhension du droit soit la plus fluide possible. La compréhension et l'utilisation. Ça veut dire que vous avez votre sujet, vous savez sur quelle partie vous êtes, vous savez pas comment prendre dans quel sens prendre les choses, vous prenez la table des matières, normalement ça suit une chronologie qui est logique. Si vous n'avez pas d'inspiration quoi, franchement, inspirez-vous de ça. Ça sauve les meubles encore une fois. C'est pas là pour vous faire viser les sommets, c'est vraiment en cas d'extrême nécessité. Vous le faites. Pareil, si vous avez peur d'oublier des éléments, la table des matières, ça peut vous sauver. Sur le droit des obligations, en particulier sur les vices du consentement, vous avez tout cet ensemble d'articles. Par exemple, vous avez un code civil, pas le code civil commenté, juste le code civil banal, annoté, normal. Vous avez l'article en dessous, vous avez un plan qui est détaillé avec tout ce qu'il faut vérifier pour être sûr que le DOL s'applique. Suivez le plan. Si c'est limite, ça me rappelle, c'est les calculatrices au lycée, les calculatrices graphiques où on pouvait tout écrire dedans. Franchement, encore une fois, là, c'est la méthode, vous n'avez plus rien à perdre. Plus rien à perdre, tout à gagner. Suivez ça. Si vous ne savez pas quoi faire, ou alors vous êtes pris par le temps. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est ne rien oublier. Il ne faut pas oublier d'oublier. Il ne faut pas oublier de ne pas oublier. Ça paraît con dit comme ça, mais on va reprendre un exemple qui est très simple, les vices du consentement. Vous avez un sujet, vous voyez qu'il n'y a pas de violence. Mais vous n'allez pas perdre du temps, rajouter un paragraphe pour dire il n'y a pas de violence. Les vices du consentement qui sont prévus de tel article à tel article, on voit l'erreur, le dol, la violence. L'erreur, c'est ça, elle n'est pas constituée. Le dol, c'est ça, c'est constitué ou c'est pas constitué. Ensuite, on fait le principe, exception, exception, l'exception. Il existe également la violence en tant que vice du consentement, mais il ressort que manifestement, il n'y a pas de violence. Je montre à mon correcteur que je sais... Là, je prends un sujet un exemple qui est très simple, par rapport à la violence, mais sur des sujets un peu plus complexes, vous adaptez de cette manière. Je montre à mon correcteur que je connais tous les différents types de vices de consentement, et que je suis capable de l'écarter rien qu'à la lecture du sujet. Et que je sais qu'il n'y a pas matière à justement approfondir. Il peut y avoir en particulier sur le dol, il peut y avoir des discussions qui nécessitent un approfondissement, même si à la fin la réponse est négative. Pareillement, si on vous pose la question dans le sujet, le client vient et dit qu'il y a un dol, vous voyez qu'il n'y a pas de dol, vous n'allez pas évacuer le sujet comme ça. Là, pour le coup, c'est indiqué, c'est un chemin, il faut approfondir le dol et lui expliquer jusqu'au bout. Et attention, parce que parfois on vous dit, oui, votre client vous dit qu'il y a un dol, justement, ça peut être une fausse piste pour dire, va étudier le dol pour voir que c'est pas ça. Ça, c'est le droit des obligations. Et encore une fois, moi j'ai pas fini le sujet, j'ai pas fait la dernière question sur 4 points, j'étais noté sur 16, j'ai eu 10. Matière de spécialité, moi je l'ai passé en affaires, je l'ai passé qu'une fois, j'ai pas fait d'autres aspects, je pourrais pas vous dire en droit du travail comment ça se passe, en droit civil, en droit pénal, encore moins en droit fiscal. Tout ce que je sais en droit fiscal, ce qu'on m'a dit, c'est que soit le sujet il est trop facile, soit le sujet il est infaisable. Il n'y a pas d'entre-deux. Et l'épreuve de procédure civile, moi c'était ma hantise, parce que c'est la matière que j'avais pas bossé. Procédure civile, j'en avais fait un semestre en M1, là je le passais en fin de M2, j'avais pas fait de procédure civile en M2, d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas de procédure civile? Vous arrivez le dernier jour, vous avez juste envie que ça arrête, et ça s'arrête, et c'est là, comme je disais tout à l'heure, vous prenez des décisions qui sont incohérentes. D'abord, de me dire, je finis la dernière épreuve, c'était du coup, il devait être 17h le temps de rentrer, et qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, je l'aurai pas. C'est le mois de septembre, il fait beau, j'étais à Nantes, au bord du fleuve, je sais plus le nom du fleuve. Je passe la soirée à réviser procédure civile ou je vais marcher le long d'un cours d'eau. Bah, je vais aller me balader. Logique, je vais aller me balader. Première décision incohérente. Ensuite, et en plus, je me suis dit, et ça, on me l'a répété des millions de fois, tu peux te sauver avec la table des matières. Ce qui n'est pas totalement vrai, il faut quand même se préparer un petit peu. Le lendemain matin, j'étais complètement cramé, j'ai pris des fiches, j'ai lu 2 sujets. J'étais vraiment pas convaincu. J'arrive à l'épreuve,
Troisième choix incohérent. Première question, j'ai fait, il y avait quoi? Il y avait 7, 6, 7 points. 7 points, 6 points, 7 points. Je fais les deux premières questions sur 7 et 6. Plutôt pas mal. Troisième question, outre le fait que j'étais complètement fatigué, je trouvais pas le fondement. Je cherchais partout dans le code, je tournais les pages, je trouvais pas le fondement. Et du coup, je n'écris rien. J'avais, je pense, plus ou moins la réponse dans la tête, mais j'avais pas le fondement juridique. Et là, ça a été ça mon erreur en fait. C'était de me dire, je vais rien mettre. Alors qu'il aurait fallu se dire, c'est pas grave, j'ai pas le fondement, mais j'ai l'idée. Donc vas-y, je vais faire tout, je vais tout réécrire. En plus, il me restait, je crois, 45 minutes, j'avais le temps. J'aurais dû tout réécrire, même sans avoir les fondements, c'est pas grave. Peut-être que ça m'aura apporté 0,5, voire 1 point sur 7, mais ce point-là, il peut faire la diff. Surtout que moi, je passe au ras des pâquerettes, hein. Je passe à 10-0-0 grâce au jury. Donc ce truc-là, il aurait pu me sauver. Mais j'ai été con. J'ai fait cette erreur, la faites pas. Si vraiment, et surtout sur la dernière épreuve, vous vous dites c'est bon, c'est fini, j'y arriverai pas, écrivez. Dans tous les cas, au pire des cas, vous allez avoir 0. Si vous faites rien, il y a 0 sur votre copie. Si vous faites quelque chose, bah, sur un malentendu, ça peut gratter quelques points. Il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir, mon emploi du temps de révision. Dans un monde idéal, je l'avais fait avant, finalement je l'ai pas très bien suivi parce que je bossais pas à fond, parce que je cherchais du travail à côté. Mais en gros, l'idée c'est de travailler 6 jours par semaine. Si vous travaillez tous les jours, là pendant 2 mois, 7 jours sur 7, vous allez arriver à l'épreuve en zombie. Ça ne sert à rien. Il faut laisser le temps au corps de se reposer et laisser le temps à l'esprit de se reposer. Okay. Si vous êtes complètement cramé, tant physiquement que psychologiquement, vous allez dans le mur. Vous allez avoir du mal à réfléchir, vous allez être limite, vous allez tenir avec des Red Bull, je ne sais combien de café. C'est pas bon, il faut être en super forme le jour de l'épreuve. Là, sur les 2 mois qui viennent, encore une fois, comme j'ai dit au tout début, vous êtes censé connaître la majorité du programme. Vous savez ce qu'il faut approfondir, vous savez ce que vous connaissez déjà. Donc là, j'ai séparé ma semaine en demi-journée. Chaque demi-journée, c'est une matière et une manière de procéder différente. Ça veut dire, quand je dis manière de procéder différente, c'est soit fiche, soit entraînement. Pourquoi est-ce qu'on sectionne comme ça par demi-journée? Le cerveau, il n'est pas fait pour rester toute la journée sur la même tâche. Vous n'allez pas avoir la même efficience, vous n'allez pas avoir la même concentration si toute la journée vous faites que la même chose. Donc vous prenez une demi-journée, 4 ou 5 heures maximum la demi-journée. Une première partie, 1h45, une pause où je prends l'air, je sors, je m'aère, je change d'environnement. C'est pas juste, je m'arrête, je prends mon téléphone, je scrolle 30 minutes et je retourne. Non. On se lève, on fait circuler le sang, on va respirer, on prend un café. 30 minutes, c'est le temps qu'il faut pour vraiment laisser retomber le cerveau et on y retourne. Peu importe, oui, je suis pas dans mes délais, etc. Je devais ficher jusqu'à quelle page, j'y arrive pas. Tant pis. Vraiment, faites des pauses. Au pire, tu rajoutes une 3e session le soir. 1h30, 45, 30 minutes de pause. 1h30, 45, 30 minutes de pause. Déjeuner, prenez une vraie pause, il faut manger équilibré. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Parce que là, pendant les 2 derniers mois de préparation, c'est des automatismes. C'est un peu comme un champion qui va préparer une compétition, on fait tout à heure fixe. Le réveil à heure fixe, les repas à heure fixe, le coucher à heure fixe, les loisirs à heure fixe, les révisions à heure fixe. Tout ça, ça va permettre de décharger le cerveau de plein d'informations dont il n'a pas besoin, dont il peut se passer. Parce que tout ça, vous l'avez noté quelque part. Le soir, vous allez vous coucher, vous n'allez pas cogiter qu'est-ce que je dois faire demain ou quoi, c'est déjà noté. Le matin, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas cogiter qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, c'est déjà noté. Donc tout ça, votre cerveau, il en est déchargé. Il est uniquement focus sur ce que vous devez faire. L'autre chose, c'est qu'il va falloir faire preuve d'une rigueur, d'une certaine rigueur, voire même d'une rigueur pour certains qui n'ont jamais expérimenté. Le piège, c'est le téléphone. Ça veut dire que c'est très compliqué de rester 1h30 sans son téléphone, rester focus dessus. Mais la question, elle est simple. Moi, je vous pose une seule question. Vous voulez réussir ou pas? Là, ce que je vous demande, si vous commencez maintenant, surtout si vous commencez maintenant ou vous allez commencer, vous le CRFP ou pas? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le CRFP? Là, pendant les 2 prochains mois, vous n'allez pas trop sortir, vous n'allez pas trop voir vos potes ni votre famille, quoi. Donc, estimons que ce soit du sacrifice. 2 mois de sacrifice, 2 mois complets, c'est trop cher pour devenir avocat. Si la réponse est oui, c'est trop cher pour devenir avocat, arrêtez tout de suite. Là, coupe le live, va prendre une glace dehors, ça sert à rien, ça sert à rien ici. Tu me dis non, c'est bon, c'est un sacrifice qui en vaut la chandelle, continue, tu vas y arriver. Et c'est con, c'est vraiment con, ce que je vais vous dire, mais j'y pense parce qu'en plus je l'ai devant moi. J'avais un post-it. Où c'était écrit « N'oublie pas pourquoi tu fais ça ». Et ça, je vous le dis, hein, il est là, post-it. N'oublie pas pourquoi tu fais ça. Et à chaque fois que je doute, je relis ça.
Et je me rappelle pourquoi je fais ça. C'est des raisons qui sont très personnelles, ça me regarde, vos raisons vous regardent. Ces raisons, elles peuvent changer. Aujourd'hui, ça peut être devenir avocat. Dans 2 ans, ce sera autre chose. Mais ce post-it, il m'a jamais quitté. Chaque fois que je déménage, il est tout le temps là, sur mon bureau. Je l'enlèverai pas. Et il me suit depuis très très longtemps. Et juste en vous rappelant ça, normalement, le téléphone, vous y touchez plus trop. Si vraiment vous voyez que vous êtes en retard sur le programme, rajoutez 1 heure le soir. Je préfère, moi, le soir, de la relecture de fiches, parce que c'est le moment où le cerveau va le mieux retenir. Vous gardez les informations avant de dormir. Par pitié, pas de téléphone. 1 heure avant de dormir. Vous mettez en ne pas déranger, vous en mode avion idéalement. Vous prenez que des fiches. Vous mettez une lumière tamisée, avec des fiches sur papier, pas des fiches sur ordinateur, je sais pas quoi. Faites des fiches sur papier pour 2 raisons. Il y a la mémoire scripturale. Quand vous écrivez des choses, vous retenez mieux. En tout cas, c'est mon type de mémoire. Et ça va pas dérégler votre cycle de sommeil. Ça va pas vous priver de mélatonine juste avant de dormir. Si vous êtes sur papier, pas d'écran, rien du tout. Et en fait, vous allez vous endormir tranquillement en ayant lu vos dernières fiches. Ça, c'est pas magnifique. C'est pas beau, ça. C'est doux. Et ça, on le fait sur 6 jours. En alternant bien. À chaque fois, le matin, je fais du droit des obligations. L'après-midi, je fais ma spécialité. Le mardi matin, je vais faire l'épreuve de procédure. L'après-midi, je vais faire des entraînements en obligation. Le mercredi, je vais m'entraîner en note de synthèse. Et ensuite, ainsi de suite, comme ça, jusqu'au samedi. Moi, j'ai lu le dimanche. Mon jour de repos, c'était le dimanche. Ça peut être un autre jour. Au moins une demi-journée, idéalement une journée dans votre semaine où vous ne faites rien d'intellectuel. Vous reposez votre cerveau, vous êtes détendu. Je sais, c'est stressant, je suis en retard sur mon programme, vous serez toujours en retard, vous serez jamais à l'heure. On vous donne des fascicules de 2500 pages. Personne connaît ça. Vous serez jamais à l'heure, vous connaîtrez jamais tout par cœur. C'est pas possible. Sortez-vous cette idée de la tête. Aujourd'hui encore, vous avez des avocats de 30 ans de bouteille, ils connaissent pas de fascicules par cœur. C'est une aberration. Vous n'allez jamais tout connaître par cœur. Tranquille, ça va le faire. Ok? Et donc ça, c'est, à mon sens, la meilleure manière de se préparer, vraiment déjà en alternant les matières entre elles, et en se laissant cette période de repos, et vraiment, période de repos, même si vous le passez avec d'autres personnes, vous êtes ce genre de repos avec des personnes qui passent le CRFPA, premier qui parle d'une épreuve, crochet, direct. Crochet de couture, évidemment, on est contre la violence. Mais non, on déconnecte complètement. C'est jour de repos, on va à la piscine, on va faire du foot, on va faire un barbecue, on va jouer aux jeux vidéo, on va, j'en sais rien, moi, où vous voulez, mais on déstresse. Si vous suivez ce programme, même en commençant maintenant, mais en étant rigoureux, ouais, il y a un monde où ça passe. Il y a un monde où ça passe. On va faire un live sur le grand oral. Je pense après les écrits. Tous mes liens dans ma bio, le lien Bento. Allez sur le Discord, commencez à échanger, on va préparer les cas pratiques. J'essaye pour la semaine prochaine, sinon la semaine suivante. J'ai un emploi du temps qui est horrible. En vrai, ouais, si j'ai des trucs à demander, c'est partager tout ce que je vous donne. Gratos, je veux rien en retour, moi vraiment je demander, enfin je vous demanderai jamais rien. J'ai un travail qui fonctionne bien, etc. J'ai pas besoin d'aller racketter des étudiants pour rendre des fiches faites sur ChatGPT. Mais ouais, et donner de la force sur le réseau, c'est tout. Parce que plus il y a de force, ben, plus ça va profiter à tout le monde. Et en plus sur TikTok, là on a un réservoir. J'avais tourné avant de tomber malade. Je sais pas, on doit avoir 30, 40 vidéos là qui sont prêtes, qui vont tomber 1 ou 2 fois par jour. Donc ça va être surtout sur TikTok, il y a sur Instagram, YouTube Short. YouTube Short ça marche pas trop ouf, mais bon, ça permet d'avoir une vitrine en plus. Donc voilà, moi tout ce que je vous demande, vous avez les liens en plus là qui défilent, allez follow, et puis tout le reste c'est Dieu qui donne.